Alors, bonjour. Alors, dans ce cours-là, on va essayer d'entamer le dernier module euh, de l'ATC, c'est-à-dire le module C qui est communiqué. On va le commencer par l'interface de sortie. Alors, comme vous le savez, dans un système automatisé, l'unité de traitement, lorsqu'il termine le traitement du signal, qu'est-ce qu'il va faire? Il va communiquer les informations traitées. Alors, vers où il va les communiquer? Alors, on a le choix, ou bien il va les communiquer vers l'utilisateur. Alors, grâce aux organes de dialogue en sortie, comme un voyant de signalisation. Alors là, on doit parler de l'interface homme-machine, IHM, interface hein, entre l'homme et la machine. Ou bien il va communiquer l'unité de traitement va communiquer les informations à l'aide des organes de puissance comme un moteur électrique triphasé. Alors là, il s'agit de l'interface de puissance centrée principalement sur l'isolation électrique ou galvanique. Donc, le but ou bien l'objectif de ce cours-là, c'est quoi? C'est l'étude de l'interface homme-machine et l'isolation électrique ou galvanique. Alors, on va commencer tout d'abord par l'interface homme-machine. Alors, on a dit que l'interface homme-machine en sortie, c'est une fonction de communication qui est indispensable, d'accord, pour bien gérer un système automatisé. Donc, il consiste à fournir à l'opérateur l'ensemble des informations concernant l'état du système automatisé qu'on désigne par message, d'accord? Et le dialogue homme-machine se fait par l'utilisation de constituants qui sont regroupés dans un pupitre. Alors, on va essayer de citer ou bien de décrire quelques-uns les plus utilisés. Alors, comme vous le voyez sur le schéma, alors premièrement, il y a une première interface en machine qu'on va voir, c'est hein, les voyants. Alors, comme vous le voyez sur les schémas, donc les voyants, c'est quoi? Donc, d'après le schéma, donc ils sont des témoins lumineux qui constituent une interface de dialogue simple donnant à l'opérateur des informations sur l'état du système automatisé. Donc, les voyants, ils possèdent un code couleur, chaque voyant a une couleur, d'accord, qui permet d'orienter l'opérateur sur l'origine du message. Alors, on va essayer de suivre. Par exemple, pour le premier voyant, c'est le voyant rouge. Donc, il indique un défaut sérieux, c'est-à-dire le système est dans une situation dangereuse. Donc, une action immédiate de l'opérateur est demandée ici. D'accord? Alors, si vous avez un voyant jaune qui s'allume, cela veut dire quoi? Cela veut dire que le système est dans un état anormal pouvant devenir critique sans intervention de l'opérateur. Et si vous avez un voyant vert, cela veut dire que le système il travaille normalement. Or, le système est dans un état normal de fonctionnement. Alors que si vous avez un voyant bleu qui s'allume, donc c'est une action de l'opérateur ici, elle est nécessaire pour la poursuite du fonctionnement normal. Et pour le dernier voyant, c'est-à-dire le voyant blanc, ils n'ont pas une signification, si vous voulez, particulière. Donc, ils sont utilisés pour la surveillance générale. Voilà. Le deuxième type d'interface en machine en sortie, c'est les afficheurs numériques. Alors, comme vous le savez, dans certaines applications industrielles, le contrôle du système automatisé, il nécessite de surveiller les paramètres avec une grande précision qui n'est pas permise par les voyants. Donc, les afficheurs numériques, ils permettent d'effectuer une surveillance précise et informent l'opérateur des résultats de mesure, la température, la pression, le comptage, nombre de cycles, etc. D'accord?
Alors, troisième type d'interface toujours en machine en sortie, c'est les afficheurs alphanumériques. Alors, comme vous le voyez sur le tableau, on a dit ici un exemple de LCD et d'écran. Donc, ce sont des constituants de dialogue programmés permettant d'afficher des messages clairs concernant l'exploitation, donc le dépannage ou le réglage du système automatisé. Et pour les terminaux, les terminaux d'exploitation, alors les terminaux d'exploitation, ils sont des constituants de dialogue qui sont programmés permettant à l'opérateur soit d'être informé clairement sur l'état du système automatisé et d'intervenir facilement et rapidement sur les paramètres de fonctionnement du système automatisé. Alors, pour ces terminaux, ils peuvent être programmés à l'aide d'un terminal de programmation ou d'un micro-ordinateur. Et ils peuvent éditer les événements et les messages grâce à des imprimantes. Donc, comme vous le voyez sur le schéma, on distingue deux types de terminaux d'exploitation. Il y a le premier qui est terminal d'exploitation à afficheur et le deuxième, c'est les terminaux d'exploitation à écran qui permet l'affichage stimulé d'un nombre plus important de données en plus des représentations graphiques concernant le système automatisé. Alors maintenant, on va essayer de voir la deuxième partie, c'est-à-dire l'isolation galvanique. Alors, pourquoi une isolation galvanique? Alors, vous savez que l'unité de traitement, il travaille typiquement avec une tension basse qui est de 5 volts continue. Cette tension basse, elle est nécessaire pour alimenter les circuits intégrés logiques. Alors qu'un actionneur, surtout les actionneurs de puissance, comme un moteur triphasé, il a besoin d'une haute tension allant vers 380 volts alternative par exemple. Donc, pour protéger l'unité de traitement contre une éventuelle liaison directe avec la haute tension, il faut mettre une isolation électrique ou galvanique. Donc, vous avez le principe et les résumés par le schéma fonctionnel suivant. Donc, on a l'unité de traitement, d'accord, qui travaille avec 5 volts. Après, on met une isolation galvanique, si vous voulez, pour isoler les deux tensions, le 5 volts et le 380 volts alternatif de l'actionneur de puissance. Donc, le circuit isolation galvanique doit être mis entre l'unité de traitement et l'actionneur de puissance. Il ne faut pas faire une liaison directe entre l'unité de traitement et l'actionneur de puissance. Alors, comme exemple de schéma d'isolateur galvanique, donc vous avez le schéma suivant. Donc, le schéma le plus classique dans ce domaine, comme vous le voyez, il est à base de relais électromagnétiques, donc ce qui donne le schéma de base suivant. Donc un tel montage, on le trouve déjà intégré, par exemple, dans un automate programmable industriel. D'accord? Donc, quand l'unité de traitement communique l'ordre d'action, d'accord? Alors, c'est-à-dire l'unité de traitement, elle est à 5 volts. Donc, le transistor T, puisqu'il travaille en commutation, donc commutation, on a dit ou bien saturé ou bien bloqué. Alors, puisqu'il arrive un signal de l'unité de traitement vers la base du transistor, donc le transistor sera saturé. On a dit un transistor saturé, il est l'équivalent d'un circuit fermé. Alors, puisque l'équivalent du circuit fermé, donc le relais KA est excité, d'accord, avec la tension VCC, sera chargé, sera mis entre VCC et la masse, puisque le transistor, c'est l'équivalent d'un interrupteur fermé. Donc, puisque le relais KA est excité, donc ce qui va fermer son contact. Donc, il ferme son contact,
ce contact isolé électriquement par rapport à la commande, donc il peut être utilisé pour établir le courant dans un organe de puissance, tel un moteur, une lampe, ou une résistance chauffante. D'accord? Alors, à ce moment-là, la diode D n'a aucun rôle dans cet état. Yani, il sera bloqué lorsque hein, le transistor est saturé. Alors, passons dans l'autre cas. Yani, quand l'unité de traitement communique l'ordre d'arrêt, yani, on a un 0 ici. D'accord? Donc, la base, il reçoit un 0. Donc, le transistor, il est bloqué. Et un transistor bloqué, on a dit que c'est l'équivalent d'un interrupteur ouvert. Donc, puisque c'est un interrupteur ouvert, yani le relais Ka, il est désexcité. Donc, ce qui ouvre son contact et la charge est alors désalimentée. Alors, dans cet état, donc la diode D, elle joue le rôle de roue libre pour protéger le transistor T contre la surtension qui apparaît aux bornes de la bobine du relais Ka. Alors, comme application, on va voir ici la commande d'un contacteur. Donc, ici, les tâches déjà étudiées, donc, elle est généralement intégrée dans un automate programmable industriel, d'accord? Ou on peut l'intégrer dans une carte de logique câblée ou une carte à microprocesseur. Alors, pour commander une charge de puissance relativement plus grande que celle pouvant être admissible par le relais, c'est-à-dire moteur triphasé, on utilise un contacteur KM comme le montre la figure ici. Donc, le moteur ici est muni de son circuit de puissance, comme vous le voyez sur le schéma, le sectionneur Q, le contacteur KM et le relais thermique F. Donc, ici, si Ka est excité, d'accord? Vous voyez d'après le schéma, le Km l'est aussi. Alors, à ce moment-là, le moteur va tourner, d'accord? Et si Ka est désexcité, la même chose, le Km l'est de même et le moteur va s'arrêter. Et voilà, on a terminé le cours de l'interface de sortie.